Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et C'est quand héros. Bienvenue à notre autre balado C'est quand héros, l'Acadie Nouvelle de sport. Aujourd'hui avec le collègue Robert Lagacé de l'Acadie Nouvelle. Bonjour Robert. Bonjour Yvon. Aujourd'hui, évidemment, c'est un sujet qu'on aurait peut-être aimé se passer parce que c'est en fait ce rapport avec le départ du Titan d'Acadie Batters qui... tout le monde le sait maintenant, déménage à Terre-Neuve et Labrador. Mais aujourd'hui, c'est un moment vraiment choisi pour se remémorer quelques vieux souvenirs de cette équipe qui aura quand même marqué l'histoire du hockey dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. En fait, Yvon, je suis en train de préparer justement une série de textes pour se remémorer un peu les grands moments dans l'histoire de l'équipe. Et là, en discutant avec Gaétan Chiasson du journal, Oui. il me faisait remarquer, il dit, pourquoi tu n'en parles pas également pendant le prochain balado? Ben oui. Et je me suis dit, l'idée n'est pas mauvaise. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait dire, qui pourrait, sans avoir à dévoiler tout ce que je vais écrire dans dans ma série de textes. Puis finalement, je me suis dit, Colin, pourquoi ne pas raconter des anecdotes? Ouais, voilà. Alors, j'ai fait une liste de 5 anecdotes qui remontent à au moins 20 ans, sinon aux premières années de l'équipe, il y a 27 ans. Ouais. C'est pas nécessairement les plus spectaculaires anecdotes, mais c'est, selon moi, 5 anecdotes qui vont rappeler de très beaux souvenirs aux partisans. Ouais. Alors, on commence, évidemment, on identifie ça par on peut dire par des joueurs. D'abord, on parle de Mathieu Benoît, qui, récemment, on a appris qu'il allait être nommé au Temple de la renommée de la LHJMQ. Donc, très mérité d'ailleurs, très mérité cette intronisation-là de Mathieu. Oui. Moi, l'anecdote dont je veux vous parler, c'est pas une anecdote, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas très spectaculaire comme anecdote, mais c'est marquant. Écoutez, on va parler du soir du 14 novembre 1999. C'est le fameux soir où Mathieu a marqué 8 buts et a obtenu 2 passes, pour un total de 10 points, ce qui est un record dans l'histoire de la Ligue. Mais ce que les gens ignorent, c'est que pour Mathieu, ces 8 buts-là, c'est pas ce qu'il voyait le plus important. Pour lui, son exploit dont il est le plus fier, c'est d'avoir battu le record de la concession de 6 buts qui appartenait à Mario Lemieux, son idole d'enfance. Hey. Alors, les 7e et 8e buts, pour lui, c'est juste un bonus. Il était vraiment très content, ne serait-ce que d'avoir égalé la marque de Mathieu Benoît. Moi, bien sûr, après la partie, je me suis précipité en bas. Je savais très bien que je n'avais pas besoin d'aller faire le vestiaire de l'autre équipe. Tout allait être concentré sur Benoît. Même si François Beauchemin, ce soir-là, avait fait 8 passes. Oui, c'est un record d'équipe, un record de ligue aussi. Alors, j'arrive et là, ça prend un peu de temps avant que Mathieu puisse sortir du vestiaire parce qu'il était en pleine conversation téléphonique avec son père Serge. Alors, il sort du vestiaire, la première chose qu'il me dit, il dit « Robert, mon père veut pas me croire. » Là, je dis, comment ça? Il veut pas me croire. Je lui ai dit, j'ai battu le record de Mario Lemieux. J'ai marqué 8 buts. Il a pas voulu me croire. Et là, on jase. Et j'ai écrit un texte qui a fait histoire parce que pendant à peu près une semaine, à tous les jours, on a pu écrire plein de trucs sur cet exploit-là, parce que ça a donné également que tout le monde savait qu'on était en train déjà d'assister aux derniers instants de Mathieu dans l'organisation. Il était sur le point. On savait qu'il allait se faire échanger incessamment. Lui et Beauchemin, d'ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé moins d'un mois après. Mais ce que les gens ignorent également, c'est que ce soir-là, il a battu 2 autres records d'équipe. Même moi, j'avais complètement oublié d'en parler, tellement... 4 buts en avantage numérique dans une même partie et 16 lancés au but. Je ne sais pas si vous avez une petite idée, 16 lancés au but dans un seul match, quand ça arrive assez régulièrement qu'une équipe il y a des équipes seule ne parvient pas à en obtenir 16 dans une même partie. Il y a des équipes qui font pas ça. Alors, Mathieu Benoît, c'était mon choix pour l'anecdote numéro 5. On va y aller en ordre décroissant. Oui, certainement. Alors, en quatrième place, si on veut, c'est Mathieu Carl. C'est aussi un nom vraiment que les partisans du Titan se rappellent très bien. Mathieu Carl, pour ceux et celles qui ne s'en rappellent pas, ça a été un choix de première ronde en 2003. Cette année-là, le Titan a repêché en première ronde Mathieu Carl en deuxième position, parce que le tout premier choix avait été Marc-André Côté, l'actuel entraîneur-chef des Aigles Bleus au hockey féminin. D'accord. Alors,
Nous sommes à peu près... Je me souviens plus si c'était en juillet ou en août, OK. mais Mathieu est de passage à Bathurst, de même que Côté d'ailleurs, Oui. et c'est dans le cadre du tournoi de golf annuel du Titan. Oui. Puis ça a lieu au Gowan Bray à Bathurst. Oui. Le hasard a voulu que Mathieu, Carl et moi, on se retrouve dans le même foursome. OK. Et c'est un Las Vegas, alors toutes les équipes sont demandées d'aller s'installer au trou qui leur a été attribué. Oui. Nous, ça donne, on est tout juste à côté du clubhouse, on débute au premier trou. Et ceux qui connaissent pas le Gowan Bray, mais le premier trou, c'est assez impressionnant la première fois que tu le vois parce que tu te retrouves sur un plateau et tu vois tout le terrain, tout le parcours, là, vraiment. Ah oui. Tu es en hauteur et tu vois tout ça, là. Ah oui, c'est super. Comme un oiseau, finalement. Oui. Et pour marcher le reste du parcours, tu dois descendre un escalier. Alors, bon, on s'installe, on se présente d'abord, puis on s'installe et les 3 premiers ont déjà frappé leur balle. Okay. Et c'est Mathieu qui est le 4e à s'élancer. Okay. Puis Mathieu était déjà assez costaud, hein? 6 pieds, 185 livres. Et je tiens à rappeler, il n'avait que 15 ans. Ah oui. Son anniversaire était à la fin septembre. C'est vrai. C'était un late, ce qu'on appelle dans le jargon hockey. Oui. Alors, Mathieu s'installe, et là, il avait l'air très à l'aise, là, avec un bâton de golf dans les mains, et il s'élance. Mon Dieu. Oui. Le pack qu'on a entendu quand le bâton a frappé la balle. Et là, on regarde la balle s'en aller. Est-ce qu'elle volait? Est-ce qu'elle va tomber? Elle volait. Hey, ça n'arrêtait pas. Oui. Le premier trou à Bathurst, c'est 330 verges, peut-être même un petit peu plus long. Oui. La balle continue, puis continue, ça n'arrêtait pas. Elle a franchi, elle a dépassé, elle est tombée là, quelques pieds après le verre. Ah. Donc, on peut dire à peu près à 340, 350 verges. Et ensuite, elle a roulé plusieurs autres verges. Elle s'est arrêtée. Selon moi, là, j'ai calculé que la balle avait franchi à peu près 400 verges. Peut-être plus. Je ne sais pas si vous réalisez, là, il y a 15 ans, le kid. Hey, moi, dans toute ma vie, de mes yeux, là, c'est encore aujourd'hui la balle que j'ai vue aller le plus loin de toute ma vie. Et c'est un kid de 15 ans qui a fait ça. Mathieu Carl. Alors, et devant nos faces, on était tous comme incrédules. Ah oui. Il nous a regardés, il a dit, écoutez les boys, je participe à des concours de longue distance l'été. OK. Ça expliquait en gros, mais quand même, 15 ans frapper des balles aussi loin, c'était incroyable. Non, c'est sûr. Voilà pour l'anecdote. Oui, super. Un nom de famille qui est bien connu de la part des amateurs de hockey, mais un prénom aussi pour les gens du Titan, Jules Eddy Laraque, le frère de Georges, évidemment. De Georges. Ouais. Jules Eddy, si j'avais à établir là, un top 5 des joueurs que j'ai le plus aimé voir jouer, je pense que Jules Eddy serait dans mon top 3. Ouais. C'était une vraie boule d'énergie. Ah oui. Ouais. Là, l'anecdote que je vous raconte, ça se passe en novembre 1998. L'équipe a déjà à peu près une quinzaine de parties de jouer et Jules Eddy, de plus en plus, est le sujet de conversation des partisans qui adorent le voir jouer parce qu'il frappe. Il n'arrête pas de frapper. Ouais. Ce soir-là, je décide d'écrire un texte, de lui consacrer un texte. Et je me souviens encore d'avoir l'idée, d'avoir débuté mon texte en disant « Retenez bien ce que je vais vous dire, le jour n'est pas loin où la foule au centre Casey Irving va scander à l'unisson « Eddy, Eddy, Eddy ». Mais croyez-moi pas, dès la partie suivante, c'est exactement ce qui est arrivé. Ouais. Jules Eddy est embarqué sur la glace dès sa première présence. Il patinait très vite. À pleine vitesse, il est allé en étamper un dans la bande. Il servirait de bord, il a été en étamper un deuxième et un troisième. Et là, la foule s'est levée. Ouais. Vous auriez dû entendre le tapage dans le centre de Casey Irving. Ouais. Et là, de plus en plus fort, on entendait « Eddy ». J'en ai eu les larmes aux yeux d'avoir prédit une telle chose. Ça demeure encore pour moi, j'en ai encore des frissons. Ça demeure encore pour moi un des événements qui m'a le plus marqué dans l'histoire de l'équipe. C'était le cœur sur 2 pattes, ça, Jules Eddy Laraque, je l'ai tout le temps dit, et je ne suis pas le seul à le penser. Il aurait été 5 pouces plus grand. Il aurait joué dans la Ligue nationale, ça c'est certain. Il avait la vitesse, il avait quand même le flair. Et surtout, il était spectaculaire. Il frappait. C'était un as de la mise en échec. Oui, et toujours dans les limites de la légalité. Oui, on peut dire. La plupart du temps.
Andrei Wantula. Andrei Wantula, un personnage énigmatique. Oui, s'il y en est un. Il a joué 2 saisons avec le Titan. Andrei, c'est un bonhomme, un Tchèque de 6 pieds 4 pouces, 225 livres. Ah oui, un colosse. Blond, comme tous les Slaves, pardon. Les Slaves, oui. Et lui, il se démarquait, en plus de sa blondeur et de sa taille, par son jeu physique. Ouais. C'était une brute sur la glace. Ouais. Chaque partie, tu pouvais compter sur Andrei Wantula pour avoir de 3 à 4 punitions. C'était pratiquement tout le temps pour double échec, coup de bâton, rudesse. Oui. C'était une vraie brute. L'anecdote que je vous raconte a lieu pendant sa 2e saison. On est en début de saison et le Titan est sur la veille d'accueillir l'Océanique de Rimouski. Okay. Ça coïncidait également avec les débuts de Sidney Crosby à Rimouski. Ouais. Et il y avait une loi non écrite dans la Ligue. On ne touche pas à Sidney Crosby. On ne doit rien faire pour blesser. Non. On ne dit pas de ne pas le frapper, mais retenez vos ardeurs. Ouais. Sauf qu'à Bathurst, il y avait Wantula. Ouais. Et Wantula se faisait chaque soir un malin plaisir à martyriser les adversaires et il ne regardait jamais le numéro ou le visage de l'adversaire. Donc, les vedettes en avaient pour leur rhume autant que les joueurs obscurs. La veille du match, le directeur général Pierre Roux a cru bon descendre en bas, d'aller prévenir Wantula. Écoute, Andrei, Crosby est ici demain. On n'a pas le droit de blesser, on n'a pas le droit de faire mal à Crosby. C'est le pain et le beurre, c'est de la Ligue. Tout est centré autour de lui. Ouais. On ne parle que de Crosby à travers l'Est du pays, à travers le Canada et même ailleurs dans le monde. Ouais. C'est l'élu, c'est le prochain Wayne Gretzky. Ouais. Wantula regarde Pierre Roux. C'est un pain sans rire, Wantula. Ouais. Autant il ne riait jamais, il ne souriait jamais, mais pourtant il avait un humour assez spécial. Il a regardé Pierre Roux et il lui a dit, avec son accent, là, I have no friend in Canada. Ça finit là. Et voilà. Là, Pierre Roux, écoute, il a dû se ronger les ongles ce soir-là. Mais bon, Wantula a joué sa partie habituelle. Il a eu 3-4 pénalités pour les mêmes raisons. Coup de bâton, double échec, rudesse. Mais il n'a pas touché à Crosby, qui ce soir-là en a profité de marquer 2 buts, une passe. Et Rimouski a gagné 6-3. Donc, tout le monde est heureux. Crosby a fait son show et Wantula a pu se défouler, faire sa brute comme il aimait le faire. C'est super. Très savoureux comme anecdote. Et l'autre joueur dont on va parler, donc la dernière anecdote, mais la première sur la liste, là, et non le moindre, Mathieu Perreault. De loin, à mon humble avis, de loin. Ouais. C'est le joueur le plus spectaculaire dans l'histoire de l'équipe. Définitivement. Mathieu Perreault, il a eu une belle et longue carrière, autant dans le junior majeur que dans la Ligue nationale. Absolument, oui. Mais ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c'est que les débuts de Mathieu Perreault ont également été très spectaculaires. C'est en juin 2005, et je vais vous rappeler un peu ce repêchage-là, le 4 juin 2005 à Chicoutimi. Le Titan doit repêcher au 3e rang. Le vendredi, qu'on appelle la nuit des longs couteaux, parce que ça négocie très, très tard, et ça prépare la table pour le repêchage qui a toujours lieu le samedi, à l'époque. À l'époque. Sylvain Couturier en est à ses premiers pas comme directeur général de l'équipe. Léo Guy Morissette vient tout juste de lui donner les rênes de son club quelques jours auparavant. Et vendredi, Sylvain a conclu 3 transactions impliquant la première ronde. On avait le 3e choix total. Alors, il a pris ce 3e choix-là, plus le premier choix européen. À l'époque, on pouvait échanger les choix européens. Oui. C'était le 8e au total. Il a refilé ça aux Olympiques de Gatineau, qui, eux, en retour, ont donné au Titan Olivier Labelle, qui finira par marquer 50 buts avec l'équipe la même saison. Oui. Peter Paul, qui a été un joueur très spectaculaire aussi, le défenseur Nicolas Ranger, le 10e choix au total, qui est devenu le choix de 3e ronde, qui lui est devenu, le lendemain, Tommy Joly, qui est devenu un des très bons joueurs dans l'histoire de l'équipe également. Oui. Dont un marqueur de 40 buts. Oui, absolument. Sauf que le 10e choix dont je vous parlais tantôt, Sylvain a décidé de le rééchanger. Il a échangé ensuite ce 10e choix-là au Foreur de Val-d'Or avec Marc-André Côté, dont je vous parlais tantôt. Oui, oui. Et pour obtenir le 4e choix au total qui appartenait au Foreur. Bon, là, tout d'un coup, on était passé du 3e choix, puis là, on est parti au 10e, on est revenu au 4e. Okay. Mais il n'a pas fini ça, là. Avec le 4e choix, il s'est tourné vers les Fog Devils de Saint-Jean. Okay. Les Fog Devils de Saint-Jean et les Sea Dogs de Saint-Jean, cet été-là,
là, ils faisaient leur début officiel dans la Ligue. Oui. Donc, c'était leur tout premier repêchage. Oui. Sylvain a discuté avec Réal Paiement, qui était le directeur général des Fog Devils. Il venait du Titan, Réal, à cette époque-là. Oui. Et il a réussi à le convaincre de prendre le choix de 4e ronde, plus le premier choix du Titan l'année suivante, en 2006, pour avoir le 3e choix au total. Le 2e choix au total, pardon. Okay. Donc, là, tout d'un coup, le Titan se retrouvait un rang devant les Olympiques de Gatineau et du 3e rang que le Titan avait avant que les transactions ne débutent. Ça reste comme ça. Le samedi matin, sur le plancher, les rumeurs circulaient et tout ça concernant toutes les transactions. Charles Henry, le fameux Charles Henry, le directeur général des Olympiques, va voir Sylvain et il lui dit « Hey Sylvain, il y a des rumeurs comme quoi les Fog Devils auraient échangé leur premier choix. » As-tu entendu parler de ça? Sylvain a fait son hypocrite un peu. Il a dit à Charles, non, je connais bien trop bien Réal Paiement. C'est un gars conservateur. Jamais il va échanger un choix de première ronde. Surtout pas le tout premier choix de l'histoire de l'équipe. Charles de lui riposter. Ouais, t'as bien raison. Je suis pas mal d'accord avec ça. Ça reste comme ça. Avant que le repêchage débute, ils annoncent bien sûr toutes les transactions, les 2 premières du Titan, entre autres. Et là, les Sea Dogs font leur premier choix, le défenseur Alex Grant. Arrive le tour des Fog Devils. Réal Paiement demande un temps d'arrêt. Et là, qui se lève? Sylvain Couturier, et là, ils s'éloignent toutes les deux. Mais tout le monde dans l'aréna à Chicoutimi les regarde. On est tous convaincus qu'ils sont en train de discuter d'une possible transaction. Et là, tu les vois discuter, puis au bout d'une minute, ils se serrent la main, ils vont s'asseoir à leur table respective, et là, Réal annonce qu'ils viennent d'échanger leur premier choix au Titan. John Chabot, qui travaillait à cette époque-là pour les Olympiques, et lui aussi était un ancien du Titan, il avait dirigé le Titan, a raconté après à Sylvain, il dit « Sylvain, j'ai jamais de toute ma vie entendu autant de monde sacré en même temps à une table que là. » Par après, bien sûr, le Titan en a profité pour repêcher Mathieu Perreault. C'était le joueur que les Olympiques voulaient repêcher au 3e rang. Ce que j'ai appris ensuite, c'est que la transaction, tout ça, non seulement avait été fait d'avance, mais ça avait été pensé aussi. Et Charles Henry en a longtemps voulu à Sylvain pour ça. C'était fait mentir en pleine face. Mais pour Sylvain, Charles Henry avait tellement servi la même médecine à plusieurs autres directeurs généraux de la Ligue au fil des ans que c'était un juste retour du balancier. Mais également, ce qu'il faut savoir de cette transaction-là, c'est que la transaction, là, au 3e rang ensuite, les Olympiques ont repêché Colin Escott. Et avec le choix européen, on a été chercher un dénommé Ladislav Jindřich. Ces 2 gars-là, à eux deux, ont joué le grand total de 54 matchs. Jindřich en a joué 1. Ça veut dire que le Titan a obtenu Mathieu Perreault, Olivier Labelle, Peter Paul, Nicolas Ranger et Thomas Joly, pour aussi bien dire absolument rien. Escott a joué 53 matchs, il a marqué 5 buts, 12 passes dans toute sa carrière. Et Jindřich est venu jouer une partie et il s'en était de nouveau dans sa Tchéquie natale avec tout son petit bonheur après une seule partie. Et ça rend la transaction encore plus spéciale. C'est de loin la transaction à sens unique la plus incroyable dans l'histoire de la Ligue. Voilà, pour l'anecdote, Mathieu Perreault. C'est super. En tout cas, c'est vraiment des faits qu'on ne connaît presque pas. Donc, bravo à toi pour avoir tout accumulé, là, cette source d'information. C'est quand même vraiment, vraiment intéressant. J'en ai gardé pour la série. Ah oui? On a hâte de lire ça. Merci beaucoup, Robert. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi dans ce balado. Merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir.